Imaginez-vous le jour de votre mariage, un moment censé être parfait, transformé en cauchemar par une trahison inimaginable. Quand Valara a enfilé le peignoir offert par sa demi-sœur Nara pour son enterrement de vie de jeune fille, elle ne se doutait pas qu'il cachait un secret qui la plongerait dans l'obscurité. Une histoire de jalousie, de malédiction et de rédemption vous attend. Accrochez-vous, car ce conte africain va vous glacer le sang et vous toucher le cœur. Je pensais que la nuit de noces serait la plus douce. Je n'avais jamais imaginé qu'elle transformerait ma peau en feu, pleura Valara. Valara s'était toujours considérée comme la plus discrète, pas exactement timide, mais douce d'une manière qui ne réclamait pas d'espace. Elle avait les mêmes yeux en amande que sa demi-sœur aînée Nara, les mêmes pommettes saillantes, et même la même fossette lorsqu'elle souriait. Mais la vie les avait façonnées différemment. Elles partageaient la même mère, mais pas le même père. Le père de Nara, un riche homme d'affaires libanais, l'avait emmenée à l'étranger avant ses 10 ans. Son enfance avait été un tourbillon d'écoles prestigieuses, de voyages d'été en Europe, et de sacs de shopping provenant de boutiques où les prix n'étaient pas affichés en ERA. Le père de Nara était un homme violent. C'est pourquoi leur mère l'avait quitté, et à cause de sa richesse et de son pouvoir, elle n'avait même pas pu se battre pour sa fille. Alors, elle était partie avec sa vie pour recommencer. La mère de Valara avait tout repris de zéro. Elle rencontra un homme nommé Emesha, un tailleur aux yeux bienveillants et aux mains assurées. Il n'était pas riche, mais il était honnête, doux, et l'aimait comme si les bleus de son passé n'avaient jamais existé. Ils se marièrent discrètement. 1 an plus tard, Valara naquit. Leur vie était simple, mais jamais vide. Ils n'étaient pas riches, mais le loyer était toujours payé. Le réfrigérateur n'était jamais vraiment vide, et le rire trouvait toujours son chemin dans leur petit appartement ensoleillé au-dessus de l'atelier d'Amika. Valara grandit dans l'odeur du tissu fraîchement repassé et le doux bourdonnement des machines à coudre en bas. Nara était l'ombre de son enfance, pas assez absente pour être oubliée, pas assez présente pour ressembler à une véritable sœur. Elle venait de temps en temps, quand son père le permettait, arrivant toujours dans des voitures avec chauffeur, descendant avec des cheveux brillants, des ongles parfaitement vernis, et des bagages qui semblaient avoir leur propre passeport. Elle offrait à Valara de jolies choses, une bouteille de parfum, une écharpe, un bracelet, et Valara souriait, la remerciait, et essayait de ne pas remarquer à quelle vitesse sa sœur regardait l'heure. La nuit, quand tout le monde dormait, Valara serrait les cadeaux contre son cœur et se demandait s'ils étaient un pont entre elles ou simplement un rappel de la distance qui les séparait. Pourtant, sa mère ne cessait de les appeler ses filles, l'une née dans l'or qui brûle, l'autre dans le tissu qui réconforte. 2 filles d'une même mère, debout sur des rives différentes de la même mer. Les années passèrent, et la vie les entraîna dans des directions différentes. Nara était loin, vivant le genre de vie qu'on ne voit que dans les pages des magazines. Une vie aperçue seulement à travers des photos occasionnelles et de brefs appels téléphoniques avec leur mère. Elle n'avait pas vraiment parlé depuis des années. Mais Valara ne s'attardait pas là-dessus. Elle avait sa propre vie à construire. Elle avait 26 ans quand elle rencontra Béo. Ce n'était pas une de ces rencontres dignes d'un film à l'eau de rose. Tout a commencé par le travail. Valara avait été engagée pour redécorer l'intérieur d'un nouveau café qui ouvrait en ville. Elle aimait son travail, caressant les tissus, choisissant des éclairages chaleureux, aménageant des espaces pour qu'ils ressemblent à un foyer. Cet après-midi-là, elle était plongée dans des échantillons et des nuanciers de couleurs quand un homme entra. Il était grand, avec une assurance discrète qui attirait l'attention sans qu'on sache pourquoi. Pas le genre de riche ostentatoire, mais on le voyait dans les détails, la coupe raffinée de son costume, la montre discrète à son poignet, la manière dont il se tenait comme si le monde n'avait pas besoin d'être impressionné. Il suffisait qu'il soit à l'aise autour de lui. Il se présenta simplement, Béo, l'un des investisseurs du café. Ils parlèrent brièvement du projet, et elle s'attendait à ce que la conversation s'arrête là. Mais le lendemain, il revint, et le surlendemain aussi, parfois avec un café pour elle, parfois avec des questions sur le design dont elle soupçonnait qu'il connaissait déjà les réponses. Un soir, elle était encore sur place quand la livraison des luminaires tourna au désastre. Mauvais style, mauvaise taille, mauvaise couleur. Un cauchemar. Elle faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, essayant de joindre le fournisseur, quand Béo intervint. Un appel calme de sa part, et tout fut réglé en 10 minutes. Après cela, les visites devinrent plus personnelles. Un déjeuner par-ci,
Un rire partagé par là. Il remarquait les petites choses, comment elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle réfléchissait, comment ses yeux s'illuminaient quand un design prenait forme. Au moment de l'ouverture du café, ils avaient franchi la ligne entre connaissance et quelque chose de plus chaleureux, de plus profond. Puis, un dimanche soir tranquille, alors que le ciel prenait une teinte dorée, ils étaient partis se promener au bord du lac, le genre de promenade où la conversation oscille entre souvenirs et rêves. À mi-chemin, il s'arrêta, prit ses mains et dit simplement « Valara, tu es mon foyer. Veux-tu m'épouser ?» Ce n'était pas une question de la taille de la bague, bien qu'elle fût magnifique. C'était la constance dans ses yeux, la chaleur dans sa voix, la sensation que ce moment était réel, pas répété. Valara rit, puis pleura, puis dit oui si vite qu'elle trébucha presque sur le mot. Cette nuit-là, elle pouvait à peine dormir. Elle voulait annoncer la nouvelle à ses parents dès le matin, mais il y avait quelqu'un d'autre qu'elle devait appeler avant que la nouvelle ne lui parvienne par une autre voie, Nara. Cela faisait un moment qu'elle n'avait pas parlé au-delà de courtes salutations, mais ce soir-là semblait être le bon moment pour combler ce fossé. Elle composa le numéro, le cœur vibrant d'excitation. Quand Nara décrocha, sa voix était douce, familière, teintée de cet écho distant de quelqu'un habitué à être loin. « Devine quoi ?» lança Valara avant de pouvoir se retenir. « Quoi ?» demanda Nara, à moitié riante. « Je vais me marier. » Il y eut une pause, juste assez longue pour être remarquée, avant que le ton de Nara ne s'élève. « Waouh, Valara. C'est incroyable. Félicitations, sœurette. » Valara sourit dans le téléphone, imaginant le visage de sa sœur. « Je voulais que tu l'apprennes de moi en premier. » Et puis, presque trop vite, Nara dit « Je veux être ta demoiselle d'honneur principale. » Valara se figea pendant une demi-seconde, surprise. Elle n'avait jamais été si proche. Pas le genre de sœurs qui finissent les phrases de l'autre ou partagent tous leurs secrets. Mais l'idée que Nara se tienne à ses côtés le grand jour semblait être un pont construit après des années de distance. « Vraiment ? Tu ferais ça ?» demanda Valara doucement. « Bien sûr, » répondit Nara, la voix légère. « Je ne manquerais ça pour rien au monde. » Le cœur de Valara se gonfla de joie, et elle avait hâte que sa grande sœur revienne. Le compte à rebours du mariage transforma les jours de Valara en un tourbillon d'essayages, d'appels téléphoniques et de courses de dernière minute. Sa mère s'occupait de chaque détail. Ses amis la faisaient rire malgré le stress. Et Béo, eh bien, il avait une manière de rendre même les journées les plus chargées paisibles. Nara arriva le jour de l'enterrement de vie de jeune fille. Le bruit de sa voiture suffit à attirer l'attention de tous vers la fenêtre, une berline crème élégante qui s'arrêta comme si elle faisait une entrée. Elle descendit dans une combinaison crème qui captait la lumière en éclats subtils, ses cheveux en un chignon impeccable, son maquillage parfait, ses talons claquants avec une autorité discrète. Avant même qu'elle n'atteigne la porte, le léger parfum coûteux de son parfum flottait à l'intérieur. « Regardez ma mariée !» s'exclama-t-elle en entrant, serrant Valara dans une étreinte chaleureuse et ostentatoire. Les demoiselles d'honneur échangèrent des sourires rapides et des regards curieux. « Je sais que tu avais prévu quelque chose à porter pour l'enterrement de vie de jeune fille ce soir, » dit Nara avec un sourire malicieux. « Mais j'ai apporté quelque chose de mieux. » Elle posa une grande boîte blanche et dorée sur la table basse, et avec un soin délibéré, souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des peignoirs de nuit en soie, rose pâle pour les demoiselles d'honneur, et un blanc lumineux pour Valara. Le tissu scintillait comme s'il avait été tissé de lumière. « Ce sont des imports, » annonça-t-elle fièrement. « Fait sur mesure, rose pour les filles, et blanc pour ma magnifique sœur. » La pièce explosa en cris et rires alors que les demoiselles d'honneur saisissaient les leurs. Le peignoir de Valara était plus doux que tout ce qu'elle avait jamais possédé, et elle serra sa sœur dans ses bras à nouveau, les yeux pleins de gratitude. D'une boîte plus petite, Nara sortit une autre surprise, des lunettes fines assorties. « Rose pour les demoiselles d'honneur, » dit-elle en les distribuant une par une. « Et blanc pour la mariée. » Valara enfila les siennes, et la réaction fut immédiate. Applaudissements, sifflements, et téléphones prenant des photos. Le salon s'emplit de bavardages, l'atmosphère légère et lumineuse de célébration. « Rien que le meilleur pour ma petite sœur, » dit Nara avec un sourire satisfait. Les peignoirs et les lunettes transformèrent la pièce en quelque chose digne d'un magazine de mariage.
Valara se tenait au centre, rayonnante dans son peignoir blanc et ses lunettes blanches assorties, tandis que ses demoiselles d'honneur l'entouraient dans leurs ensembles rose pâle. Les couleurs se mariaient parfaitement, comme si quelqu'un avait planifié la scène des mois à l'avance. Les téléphones sortirent immédiatement. « Ok, tout le monde, rapprochez-vous », rit Zob, ajustant ses lunettes devant le miroir. Elles posèrent sur le canapé, contre la bannière « Futur marié », même près des arrangements floraux. Valara ne pouvait s'arrêter de sourire. Elle tournoya une fois, le peignoir en soie flottant autour de ses jambes, et ses amis poussèrent des cris. Nara se tenait légèrement à l'écart, dirigeant les angles, inclinant le menton de Valara pour la photo parfaite. « Maintenant, des grimaces !» cria quelqu'un, et elles se penchèrent les unes vers les autres, riant si fort que certaines photos sortirent floues. À un moment, Valara aperçut son reflet, le peignoir captant la lumière, les lunettes encadrant son visage, son sourire large et sincère. Elle se sentait belle, aimée, et prête pour tout ce qui l'attendait. « Ça, » dit-elle en levant son verre, « c'est le meilleur jour de ma vie. » Et à cet instant, avec le son des rires résonnant dans la pièce, elle y croyait vraiment. Le jour du mariage fut tout ce dont Valara avait rêvé. L'église était remplie de musique douce et de fleurs si fraîches que leur parfum imprégnait l'air. Valara glissa dans l'allée dans sa robe, son voile blanc traînant comme un murmure. Les yeux de Béo ne la quittèrent jamais, constants, fiers, comme si ce moment était le seul qui existait. Nara fut la parfaite demoiselle d'honneur principale. Elle ajusta le voile de Valara à l'autel, tint son bouquet quand nécessaire, sourit pour chaque photo. Le soir, la réception était animée de musique et de rire. Valara dansa jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal, donna du gâteau à Béo, et prit plus de photos qu'elle ne pouvait en compter. Puis le mariage prit fin, et ils se dirigèrent vers leur chambre d'hôtel. Valara franchit à peine la porte de la chambre avant de s'effondrer sur le lit. Au début, ce fut un picotement sur ses bras et son dos, mais en quelques minutes, cela devint insupportable, une démangeaison profonde et rampante qui semblait être des centaines d'insectes invisibles mordant d'un coup. Elle arracha ses manches, ses ongles griffant sa peau. Des stries rouges apparurent sur ses bras, son cou, même ses cuisses. Plus elle grattait, plus la brûlure s'étendait, s'enfonçant dans sa chair. « Béo! Béo! Je ne peux pas !» halta-t-elle, sa voix tremblante alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle repoussa les draps, désespérée de trouver un soulagement, se tordant et se secouant comme si elle pouvait s'en débarrasser. Sa respiration devint superficielle, sa peau chaude au toucher, des plaques déjà gonflées. Elle gratta jusqu'à ce que ses ongles entament la peau, de fines lignes de sang se mêlant sous ses doigts. Béo tenta de lui tenir les poignets, murmurant « Arrête ! Mon amour ! Arrête !» Mais elle cria, se dégageant de son emprise, la douleur la consumant. Lorsqu'il attrapa son téléphone pour appeler l'hôpital, elle tremblait violemment, sa voix brisée par les sanglots. Il la prit dans ses bras, le cœur battant, et la porta dehors, sachant qu'il ne pouvait pas attendre une seconde de plus. Ils se précipitèrent immédiatement à l'hôpital. En chemin, Béo appela la mère de Valara et lui raconta tout. Elle pleura et lui dit qu'elle serait à l'hôpital dès le lendemain matin. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, les portes des urgences s'ouvrirent alors que Béo entrait en trombe avec Valara dans ses bras. Les infirmières se précipitèrent, leurs yeux s'écarquillant à la vue de sa peau gonflée et tachée. Elle haletait, grattant même alors qu'elle tentait de la retenir doucement. « Réaction allergique sévère », cria l'une d'elles, poussant un brancard. En quelques minutes, elle fut reliée à des perfusions, un masque à oxygène pressé sur son visage. Des compresses froides furent appliquées sur les plaques rouges en colère, tandis qu'un médecin donnait des ordres pour des antihistaminiques et des stéroïdes. Béo resta figée, observant l'agitation autour d'elle, priant pour qu'il puisse arrêter ce qui la dévorait vivante. Le lendemain matin, Valara était agitée. Les démangeaisons s'étaient atténuées, mais une étrange lourdeur s'était installée sur ses yeux. Elle clignait sans cesse, les frottait, se disant que c'était juste les médicaments. Mais l'après-midi, le flou s'épaissit, comme si un film glissait sur sa vision. Elle essaya de lire l'horloge au mur, mais ne vit qu'un cercle pâle. Elle se tourna vers Béo, la voix incertaine. « Peux-tu allumer les lumières ? Il fait sombre. » Béo fronça les sourcils. « Valara, les lumières sont déjà allumées. » Sa poitrine se serra. « Non,
Elles ne le sont pas. C'est trop sombre. Je ne te vois pas. Sa respiration s'accéléra. Elle tendit la main vers lui, ses mains tâtonnant dans l'air jusqu'à ce qu'elle trouve son bras. La panique montait rapidement, débordant dans sa voix. Béo, je ne te vois pas. Je ne vois rien. Les moniteurs bipaient plus vite, et Béo appela les infirmières. Elles accoururent, leurs voix urgentes. Le médecin arriva en quelques minutes, braquant une petite lampe dans ses yeux, son visage se crispant à chaque seconde. La main de Béo serrait la sienne trop fort, sa voix tremblante. Que lui arrive-t-il? Dites-moi ce qui ne va pas. Le médecin hésita, son ton prudent. Il y a un gonflement sévère derrière ses yeux. Ses nerfs optiques sont sous pression. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais pour l'instant, elle a perdu la vue. Les mots frappèrent la pièce comme une pierre à travers une vitre. Béo le fixa comme s'il avait parlé une autre langue. Comment ça, elle a perdu la vue? Elle allait bien hier à notre mariage. Elle était entrée dans cet hôpital en marchant. Sa voix se brisa. Elle est entrée en marchant, et maintenant vous me dites qu'elle ne peut plus voir. La voix du médecin flottait encore dans l'air. Elle a perdu la vue. Quand la porte s'ouvrit violemment, la mère de Valara entra en titubant, essoufflée, son pagne à moitié noué, les yeux se posant sur le lit. Que s'est-il passé? Le visage de Béo était pâle, ses lèvres serrées. Les mains de Valara cherchèrent à l'aveugle. Maman, où es-tu? C'est si sombre. Les genoux de sa mère fléchirent. Elle attrapa la barrière du lit, sa voix s'élevant en un cri qui déchira le service. Jus, mon enfant, mes yeux, qui t'a fait ça? Elle s'effondra sur sa fille, pleurant, tandis que Béo restait figé dans la tempête de chagrin. Valara s'accrocha aux mains de sa mère, ses ongles s'enfonçant comme si elle pouvait s'ancrer à la voix qu'elle reconnaissait encore. Maman, c'est sombre. Je ne te vois pas. Je ne vois rien. Le cœur de sa mère semblait avoir été arraché de sa poitrine. Elle lissa les cheveux de Valara, forçant sa voix à rester stable. Je suis là, mon enfant. Tu n'es pas seul. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Nara. Sa voix se brisa quand la ligne se connecta. C'est ta sœur. Elle ne peut plus voir. Le médecin dit qu'elle est aveugle. Viens vite, s'il te plaît. Il y eut un bref silence, un instant trop long avant que la voix de Nara ne s'élève, visiblement choquée. Quoi? J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, le claquement sec des talons résonna dans le couloir. Nara entra dans la pièce comme une scène de drame, les cheveux parfaits, le maquillage intact par les larmes, son chemisier crème impeccable comme si elle sortait d'une boutique. Mon Dieu, s'exclama-t-elle en se précipitant vers le lit. Valara, que t'est-il arrivé? Valara tourna son visage vers la voix, sa lèvre tremblante. Nara, je ne vois rien. Tout est sombre. Nara s'agenouilla près du lit, prenant les mains de sa sœur dans les siennes, les serrant doucement. Chut. Tu vas t'en sortir. Tu es forte. Nous traverserons ça ensemble. Son ton était empreint de chaleur, chaque mot teinté de la performance d'une sœur parfaite. Son autre main écarta une mèche de cheveux du front de Valara, le geste tendre, délibéré. Béo, debout au pied du lit, observait, son visage indéchiffrable. Pour tous dans la pièce, les infirmières, la mère de Valara, même Valara elle-même, Nara était l'image de la dévotion sororale, ses yeux brillants comme si elle était au bord des larmes. Elle se pencha plus près, caressant le bras de sa sœur. « Je suis là maintenant », murmura-t-elle, sa voix assez douce pour que seule Valara l'entende. « Je ne vais nulle part. » Puis elle se redressa, son ton ferme. « Oublie mon vol. Je l'annule. Le Canada peut attendre. Tu es ma seule sœur, et je ne te laisserai pas comme ça. » Elle se tourna vers Béo, son regard stable. « Tu as encore du travail. Tu ne peux pas rester ici toutes les heures de chaque jour. Laisse-moi rester. Je m'occuperai d'elle jusqu'à ce qu'elle marche, sourit et voie à nouveau. » Les yeux de la mère de Valara brillèrent. « Que Dieu te bénisse, mon enfant. » Les jours se transformèrent en une semaine, et l'hôpital était devenu leur deuxième maison. Valara n'avait pas quitté son lit, sauf pour des tests et des traitements. Sa mère restait avec elle pendant la journée,
et la nuit, Béo dormait dans le fauteuil à ses côtés, tenant sa main pendant les pires moments de démangeaison. Nara était toujours là aussi, arrivant tôt avec le petit déjeuner, aidant Valara à se laver, massant des pommades sur ses bras quand l'éruption se réveillait. Pour quiconque regardait, elle était la grande sœur parfaite. Mais pour Béo, la soudaine générosité de Nara pesait sur son esprit. Puis un matin, Béo était rentré chez lui pour prendre des vêtements propres et récupérer des documents qu'il devait signer. La maison semblait étrange sans le rire de Valara, le silence lourd. Il pliait des chemises quand on frappa à la porte. Lorsqu'il ouvrit, Nara se tenait là. « Surprise ?» demanda-t-elle en souriant, entrant sans attendre d'invitation. Elle portait un jean moulant et un chemisier en soie qui plongeait plus bas que d'habitude, son parfum arrivant avant elle. « Que fais-tu ici ?» demanda Béo, fermant la porte lentement. Elle leva une petite liste. Valara a dit qu'elle avait besoin de quelques affaires de la maison. Son bonnet pour cheveux, sa crème pour le corps, des choses personnelles. Je me suis dit que je les récupérerais pendant que tu étais là. Où est maman? Avec elle, dit Nara nonchalamment. Je lui ai dit que je serais de retour en un éclair. Elle passa devant lui vers la chambre, ses hanches se balançant, ses doigts glissant sur le dossier du canapé comme si elle possédait l'espace. Béo la suivit, mal à l'aise. Elle ouvrit la garde-robe de Valara, prit quelques articles, puis s'attarda. « Tu fais tellement pour elle, » dit-elle sans le regarder. Je ne pense pas qu'elle réalise à quel point elle a de la chance. C'est ma femme. Ce n'est pas de la chance. C'est de l'amour. Enfin, Nara se tourna, ses yeux fixés sur les siens. Et toi? Qui s'occupe de toi? La mâchoire de Béo se crispa. Je vais bien. Elle s'approcha, soutenant son regard. Tu ne vas pas bien. Je le vois. Tu es fatigué, épuisé, tu as besoin de quelque chose qu'une femme peut donner. Sa voix baissa, l'air entre eux se tendant. Elle tendit la main, ses doigts effleurant son bras. Elle inclina la tête, souriant faiblement. Personne n'a besoin de savoir. Juste une fois. Ce n'est pas comme si elle le découvrirait un jour. Sa voix était tranchante maintenant. Tu parles de ta propre sœur. Demi-sœur, corrigea-t-elle doucement, presque fièrement. Tu lui as tout donné. Elle fit un pas lent vers lui. Mais qui te donne quelque chose en retour? Je n'ai besoin de rien en retour, dit-il. C'est ma femme. Les lèvres de Nara s'incurvèrent. Tout homme a besoin de quelque chose, Béo. Et je peux te donner ce qui te manque. Elle était proche maintenant, ses doigts effleurant son avant-bras. Juste une fois. Personne ne saura. Je ferai en sorte qu'il soit facile d'oublier le stress, la douleur, tout ça. Pendant un moment, Béo la regarda simplement. Elle était belle, de cette manière audacieuse et calculée de quelqu'un qui connaissait son effet. L'air était lourd de son parfum, sa voix douce comme une berceuse dangereuse. Mais quand il parla, ses mots étaient fermes, chaleureux, inébranlables. Nara, tu es dans cette pièce à cause de la femme que j'ai épousée. La femme que tu me demandes de trahir. Il recula doucement, retirant sa main de son bras. Je ne veux pas du réconfort d'une autre femme. Je veux le sien, même quand elle est malade, même quand elle ne peut rien me donner en retour. C'est ça, l'amour. Tu pourrais être la femme la plus belle du monde, ajouta-t-il, baissant la voix. Et ça ne me ferait pas oublier le vœu que j'ai fait à ta sœur. Pendant un instant, le sourire glissa du visage de Nara, remplacé par quelque chose de plus froid. Puis, aussi vite que c'était venu, c'était parti. Elle recula, ajustant son chemisier, son ton léger à nouveau. « Comme tu veux », dit-elle, ramassant les articles. « À l'hôpital. » La porte se ferma derrière elle. Béo la regarda partir, son cœur stable, sa décision ferme. Il y avait bien des façons de perdre une épouse. La trahison n'en ferait jamais partie. Cette nuit-là à l'hôpital, le service était calme. Valara dormait profondément, sa main reposant dans celle de Béo. La porte s'ouvrit doucement. Nara entra, un cardigan sur des leggings, les cheveux détachés. Elle sourit faiblement, fermant la porte. « Tu n'arrivais pas à dormir à la maison ?» murmura-t-elle. « Je me suis dit que je vérifierais si tu avais besoin de quelque chose. »« Je vais bien, » répondit Béo. « Elle dort profondément.
Elle sera hors d'état pendant des heures, dit Nara, s'approchant. Peut-être que tu ne devrais pas être si seule pendant qu'elle est comme ça. Sa main glissa sur son genou. La prise de Béo se referma sur son poignet. Sa voix était basse, dure. Si tu me touches comme ça encore une fois, je te jetterai hors de cet hôpital au milieu de la nuit, peu importe qui regarde. Tu me comprends? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il se pencha. Je suis ici pour la protéger, pas pour la trahir. Tu es sa sœur. Cela signifie que tes mains, tes mots, tes pensées devraient la protéger aussi. Si tu ne peux pas faire ça, pars. Peu m'importe si tu annules tous les vols de ta vie. Je mettrai fin à ton séjour ici moi-même. Nara se redressa, son masque tombant. Comme tu veux, dit-elle, et elle partit. Cette nuit-là, Béo ne pouvait pas dormir. Il se demandait, et si la maladie de ma femme n'était pas ordinaire? Et si Nara était derrière tout ça? Il resta assis un long moment, fixant la porte fermée, repassant ses mots, son toucher, et la vérité amère qu'une femme, sa propre sœur, pouvait même envisager une trahison. Pendant que Valara souffrait, il regarda sa femme. La respiration de Valara était faible, ses mains tressautaient légèrement, comme si, même dans son sommeil, les démangeaisons la poursuivaient encore. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, mais pour lui, elle restait la même femme à qui il avait promis l'éternité. Sans réfléchir, Béo glissa de sa chaise et s'agenouilla près de son lit. Il prit ses mains doucement, fermant les yeux. « Père, je n'ai jamais prié comme ça auparavant, mais ce soir, j'ai besoin de vous plus que de mon prochain souffle. C'est ma femme, l'os de mes os. Tout ce qui a été envoyé contre elle, je le rejette en votre nom. » Sa voix devint plus forte, les mots venant plus vite, sa tête inclinée si bas que son front touchait presque sa couverture. Chaque flèche, chaque main qui lui veut du mal, qu'elle échoue. Chaque bouche parlant contre elle, qu'elle soit réduite au silence. Couvrez ses yeux, sa peau, son âme. Restaurez-la, Seigneur, restaurez-la. Il pria jusqu'à ce que sa gorge soit rauque, jusqu'à ce que les muscles de ses jambes lui fassent mal. Enfin, il pressa ses mains contre ses lèvres. « Je me battrai pour toi, » murmura-t-il. « Avec mes mains, avec mon cœur, avec mes genoux sur ce sol. Je me battrai pour toi. » Valara bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Béo resta à genoux longtemps après que ses mots se furent éteints, son front reposant sur le bord du lit de Valara. Les lumières de l'hôpital bourdonnaient doucement au-dessus de lui, et quelque part dans le couloir, les pas d'une infirmière s'évanouirent. Il se hissa finalement dans le fauteuil, tenant toujours sa main. Son sommeil était agité, mais il y avait une légère calme sur son visage qui n'était pas là auparavant. Il murmura une dernière fois, « Seigneur, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. » Le matin, le service était calme, sauf pour le biplan du moniteur. Une lumière pâle filtrait à travers les stores, striant le sol de doré. Valara était réveillée mais faible, ses yeux fixant l'obscurité qu'elle seule pouvait voir. Béo ajustait sa couverture quand le rideau bougea. Une femme âgée entra, sa silhouette petite, mais sa présence forte. Elle portait un foulard bleu profond, son regard perçant passant de Valara à Béo. « Bonjour, » dit-elle doucement. Béo hocha la tête. « Vous êtes son mari ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. » Elle s'approcha, baissant la voix. « Ce qui trouble votre femme n'est pas ordinaire. Les mains derrière cela ne sont pas loin. » Le cœur de Béo s'arrêta. « Que voulez-vous dire ? » « Des ennemis domestiques, dit-elle, sont instables. Ils portent le visage de la famille. Surveillez tous ceux qui la touchent. » Il sentit un frisson le parcourir. « Vous dites. »« J'en ai assez dit, » coupa-t-elle doucement. « Ouvre juste les yeux, mon fils. » Elle partit discrètement, ses mots plus lourds que le silence qu'elle laissa derrière. Béo ne réfléchit même pas. Dès que la vieille femme sortit, il se leva et la suivit à travers le couloir jusqu'à son service. Elle s'installait sur son lit quand il entra. « Maman, s'il vous plaît, » dit-il avec urgence. « Expliquez ce que vous vouliez dire. Ne retenez rien. Si vous savez quelque chose, aidez-moi à sauver ma femme. » Elle l'étudia un long moment, ses yeux perçants scrutant son visage comme si elle pesait sa sincérité. Enfin, elle soupira. « Ce qui arrive à votre femme n'est pas une maladie. C'est un mal livré à la main. Quelqu'un de proche,
quelqu'un en qui elle a confiance, le lui donne. Les poings de Béo se serrèrent. Comment l'arrêter? Elle se pencha en avant, baissant la voix. Tu iras au marché maintenant. Achète des feuilles de senteur fraîche, beaucoup. Lave-les bien. Pile-les jusqu'à ce qu'elles soient molles et humides. Ensuite, mélange le jus avec une petite quantité d'huile de palme rouge. Ce soir, quand elle dormira, frotte légèrement sur son front, sa poitrine et la plante de ses pieds. En le faisant, dis ces mots. Chaque flèche retourne à l'envoyeur. Ne manque pas une nuit pendant 3 nuits. Si la source est proche, ils le sentiront. Béo déglutit difficilement, son esprit déjà en ébullition. Cet après-midi-là, pendant que Mama restait avec Valara, Béo sortit discrètement. Il se dirigea directement au marché, passant de stand en stand jusqu'à ce qu'il trouve des feuilles de senteur fraîches, des bottes entières, vertes et odorantes. Il en acheta plus que ce que la vieille femme avait suggéré, ainsi qu'une petite bouteille d'huile de palme rouge. De là, il rentra chez lui. Le silence dans la maison semblait étrange après tant de jours à l'hôpital. Il remplit un bol d'eau, lava les feuilles soigneusement, puis se mit au travail avec le mortier et le pilon. Le son du broyage remplit la pièce, régulier et rythmique, jusqu'à ce que les feuilles s'adoucissent et libèrent leur jus vert vif. En le mélangeant avec l'huile rouge, il remua jusqu'à ce que la pâte brille d'un rouge terreux profond. Il la mit dans un récipient propre, le plaça dans son sac et retourna à l'hôpital. À son arrivée, Mama était toujours assise près du lit de Valara, lisant doucement sa Bible. Béo sourit faiblement. « Mama, vous êtes là depuis toute la journée. Rentrez vous reposer ce soir. Je m'occuperai d'elle. » Elle hésita, jetant un œil à Valara. « Tu es sûre? » « Je suis sûre, » dit-il fermement. Mama rassembla ses affaires et partit. Dès que la porte se ferma, Béo la verrouilla. Ce soir, il n'y aurait que lui, Valara et le remède. Valara dormait déjà, sa respiration inégale. Béo sortit le petit récipient de son sac, la pâte de feuilles de senteur et d'huile de palme, et la remua une fois de plus. Doucement, il en appliqua sur son front, puis sa poitrine, puis la plante de ses pieds. Sa voix était basse, stable, délibérée. Chaque flèche retourne à l'envoyeur. En priant, il sentit Valara tressaillir légèrement, comme si quelque chose de froid quittait son corps. Le matin, les éruptions en colère sur ses bras semblaient moins gonflées, la rougeur s'estompant sur les bords. Ses doigts ne grattaient plus autant. La deuxième nuit, il répéta le rituel. L'odeur des feuilles écrasées emplit la pièce, vive et propre. Valara remua dans son sommeil, sa respiration profonde et lente. Quand Béo regarda de près, les cicatrices séchaient, les bosses en colère se réduisant en taches pâles. Puis elle murmura dans son sommeil, « Ce n'est pas si sombre. » Son cœur battit fort. Sa vue était toujours partie, mais quelque chose en elle changeait. La troisième nuit, le changement était indéniable. Sa peau était presque lisse, le gonflement de son visage disparut. Elle s'était réveillée brièvement plus tôt dans la journée, disant qu'elle pensait voir des formes, bien que tout soit encore flou. Cette nuit-là, il fit la même chose avant de dormir. Le lendemain matin, vers 7 heures, la porte s'ouvrit violemment. Nara entra en titubant comme une femme possédée, les cheveux en désordre, le visage luisant de sueur. Elle se grattait si violemment que cela ressemblait à du tissu qui se déchire. Des taches rouges éclatèrent sur son cou, ses bras et ses joues, gonflant plus vite que cela ne semblait humainement possible. « Béo » halta-t-elle. « Ça brûle. Je ne peux pas. » Elle tomba à genoux, serrant son ventre. « C'était moi. Je l'ai maudite. Le peignoir, les lunettes. Je l'ai rendue aveugle. » Valara remua, cligna des yeux, et pour la première fois en semaine, ses yeux captèrent la lumière. Ils étaient encore larmoyants, encore en train de s'ajuster, mais elle pouvait distinguer la silhouette floue de la grande stature de Béo et l'ombre de sa sœur au sol. Sa vue s'éclaircit en quelques secondes, comme un brouillard se levant d'une vitre. Elle baissa les yeux sur ses propres mains, sa peau lisse, puis sur Nara, qui se griffait maintenant et haletait. « Alors c'était toi. » La voix de Valara était stable, ses yeux restaurés fixés sur sa demi-sœur. « Ma propre sœur. »« Je ne voulais pas, » sanglota Nara, mais sa voix se brisait comme si les démangeaisons s'enfonçaient sous sa peau. Elle cria,
serrant son visage alors qu'il gonflait grotesquement. Valara ne cligna pas des yeux. Elle s'accroupit légèrement pour pouvoir regarder droit dans le visage gonflé et strié de larmes de Nara. « Tu avais tout », dit Valara calmement, sa voix tremblant plus d'émotion que de faiblesse. L'argent, les vêtements, les voyages, le Canada, le genre de vie dont les gens ici ne peuvent que rêver. Alors pourquoi moi ? Les mains de Nara tremblaient alors qu'elle continuait de se gratter, sa voix se brisant entre les halètements. Parce que même avec tout ça, je n'étais pas heureuse. Les sourcils de Valara se froncèrent. Tu ne comprends pas, continua Nara, son ton presque amer. Toi, tu as des choses que je ne peux pas acheter. Tu ris sans faire semblant. Tu dors sans pilule. Tu marches dans la rue sans te demander si les gens t'aiment pour toi ou pour ce que tu peux leur donner. Tu manges dans une échoppe au bord de la route et ça a le goût de la joie. Tu as des amis qui viennent parce qu'ils le veulent, pas à cause de ton statut. Tu t'assois avec maman et c'est réel, pas mis en scène pour une photo. Tu te réveilles à côté d'un homme qui t'aime vraiment, pas l'argent de ton père. Tu danses au mariage comme si personne ne regardait. Tu pleures quand tu en as besoin, et personne ne l'utilise contre toi. Tu vis, et moi, je ne fais qu'exister. Sa voix se brisa davantage, la confession s'échappant en morceaux irréguliers. Ta joie me rappelait tout ce que j'avais perdu. La gorge de Valara se serra, sa colère se mêlant à une pitié profonde et stupéfaite. Alors tu as essayé de me détruire parce que j'étais heureuse. Le visage de Nara se tordit. Parce que ton bonheur était sans effort et le mien était mis en scène. La mâchoire de Béo se crispa. Et maintenant, tu as perdu la seule chose que tu pensais ne jamais pouvoir perdre. Ton pouvoir sur elle. Valara se redressa, sa voix comme de l'acier. Le bonheur ne s'achète pas, Nara. Et si tu penses qu'il peut être volé, regarde-toi. Ça ne va pas. Au moment où Mama entra en trombe, la scène la figea. Valara debout, grande et les yeux clairs, sa main enveloppée de manière protectrice dans celle de Béo. Nara effondrée au sol, se grattant et sanglotant alors que la malédiction la consumait. Béo regarda sa femme. Il semble que le ciel ne dorme plus. Le regard de Valara resta fixé sur sa sœur. Non, le ciel est bien éveillé. Et avec cela, la malédiction acheva son voyage, laissant Valara entière et son envoyeur en ruine. Ils allèrent remercier la vieille femme, et le service était vide. Ils demandèrent aux infirmières, et elles dirent qu'aucun patient n'avait été admis dans ce service. Dieu avait envoyé son propre ange au secours. Leçon morale, méfiez-vous de l'envie dans les visages familiers. Parfois, les mains qui vous enlacent sont les mêmes qui vous poussent vers la ruine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.